seul contre la tempête, pilote secouriste vs l'impossible. Minuit passé, sur la côte battue de Kembala Nord, la base d'évacuation tremble sous une tempête électrique furieuse. Le vent hurle comme une gorge blessée. La pluie tombe en lames obliques et coupe le souffle. Les lampes de piste clignotent, noyées et presque inutiles. Aïssa Kemba, pilote secouriste et femme noire robuste aux yeux calmes, serre ses gants détrempés. La radio grésille avec un message urgent, cassé par l'électricité dans l'air. 7 Marines sont bloqués sur un plateau rocheux appelé Dent Grise, blessés et à court de chaleur. Leur balise envoie un signal faible que les éclairs saturent de parasites. Le temps de survie estimé est de 3 heures, peut être moins. Le médecin au sol lui tend un kit supplémentaire de plasma emballé dans du tissu isolant. La main du médecin tremble un peu, mais son regard reste fixe. Aïssa vérifie mentalement chaque étape de vol comme une prière intérieure. Elle connaît ses rafales qui retournent parfois les petits hélicos comme des jouets. Elle signe le registre de mission d'une écriture rapide qui penche vers la droite. Elle pense brièvement à sa sœur plus jeune qui lui écrivait ce matin des blagues. Elle écarte le souvenir pour créer une zone de silence dans sa tête. Le rotor démarre et soulève un nuage d'embruns huileux. Le fuselage gémit déjà sous les bourrasques latérales. Elle décolle dans un angle prudent, montera par paliers. Les pales combattent l'air saturé d'eau et de particules de sel. Chaque vibration traverse sa colonne comme un fil tendu. La cabine médicale sent l'iode, le caoutchouc et la tente. Elle garde le projecteur frontal éteint pour ne pas être aveuglée par la pluie. Le tonnerre explose à distance, puis glisse plus près, comme s'il cherchait. Sur l'écran, la carte numérique saute, frise, revient. Le repère D, dent grise, palpite au bord de la zone rouge météo. Elle respire lentement par le nez, 4 temps, pour briser le vertige sensoriel. Un éclair blanchit les nuages et imprime une image négative de la mer. Elle voit des crêtes d'eau, torsadées, qui se brisent contre des roches invisibles. La voix du coordinateur de sauvetage revient avec un souffle saturé. Il répète que la fenêtre de retour se ferme dans 80 minutes maximum. Aïssa répond avec une voix plate pour transmettre une confiance stable. Elle pense à la formation donnée par son instructeur tombé lors d'un crash. Il disait toujours que l'illusion de contrôle doit être tenue avec douceur. Elle sent l'instinct tendu entre prudence et urgence. La pluie s'intensifie encore, comme si le ciel avait trouvé une réserve secrète. Une pointe de glace se forme sur l'arête externe du pare-brise. Elle active brièvement le dégivrage, surveille l'ampérage, coupe pour préserver la batterie auxiliaire. Le moteur secondaire donne un petit toquet inquiet. Elle écoute le son, mesure s'il change de texture. Tout reste marginal mais acceptable. Elle descend légèrement pour réduire l'effet du cisaillement supérieur. Les vagues se rapprochent visuellement, immenses masses sombres en mouvement sourd. Elle aperçoit une lueur orangée intermittente sur une ligne rocheuse. Le cœur accélère malgré sa discipline. Elle incline le nez, réduit un peu le couple, approche en crabe. Les dents grises méritent leur nom. Croque d'ardoise enflammée par les éclairs. Elle bascule en vol stationnaire instable, oscillant d'1 mètre à l'autre. Elle voit 6 silhouettes groupées et une allongée sous une couverture thermique argentée. Le chef d'escouade fait des signes brusques, l'un d'eux tombe presque en se levant. La radio courte portée capte leur voix hachée. Blessure thoracique, jambes fracturées, hypothermie, débutante pour 2. Elle évalue le temps d'embarquement, calcule masse et carburant restant. Tout est encore dans la marge, mais sans luxe. Elle abaisse le treuil principal et le crochet se balance follement.
Une rafale déporte la queue et elle corrige avec un pied ferme sur le palonnier. La sueur froide se mélange à l'humidité ambiante sur sa nuque. Un marine attaché au harnais monte, tournoyant, cognant presque le châssis. Elle stabilise, récupère, recommence, se bat avec l'invisible. 3 montées, 4 montées, 5 montées. Le blessé thoracique suit dans un cocon rigide, sang dans une poche qui pulse. Reste le fracturé et le chef qui refuse de partir en laissant le dernier. Elle prépare un double levage risqué pour gagner 1 minute. Le treuil grince, mais tient. Les deux s'élèvent, l'un grognant de douleur, l'autre fixant l'hélico comme un serment. Ils entrent et s'effondrent contre les sangles. Elle fait un rapide scan visuel du plateau pour s'assurer de n'avoir rien oublié. Alors, un éclair latéral montre plus loin une autre dépression dans la roche. Dans cette flaque de lumière, elle distingue des gilets tactiques d'une autre unité. 4 silhouettes, une immobile, une qui agite un tissu, et une flamme vacillante protégée par un poncho. Sa gorge se serre, et l'adrénaline change de goût. La radio secondaire s'illumine d'un appel qu'elle n'avait pas encore capté. Un canal différent, saturé, demandant assistance pour un second groupe isolé. Le coordinateur ignorait leur position exacte, croyant qu'ils avaient replié. Elle sait que le carburant ne suffit pas pour 2 cycles complets. Si elle tente un second sauvetage maintenant, la marge de retour tombe à presque 0. Si elle repart et revient, ce groupe peut mourir de froid ou de chute de roche. Les marines à bord commencent déjà soins mutuels rudimentaires. Un jeune au doigt, engourdi, répète que son ami respire mal. Aïssa sent le poids moral descendre sur ses omoplates comme un sac trempé. Elle coupe l'idée de demander une validation hiérarchique qui prendrait des minutes. Elle appelle quand même en code bref. Groupe secondaire visuel, statut incertain, décision engageant. Le coordinateur répond par un silence long et un soupir audible. Puis il dit qu'elle doit juger selon la consommation et la stabilité du moteur. Elle regarde la jauge oscillante, calcule distance, vent contraire, réserve réglementaire qu'elle violerait. Elle pense au visage de la mer d'un de ces inconnus qui ignore encore la tempête. Elle tourne l'hélico lentement vers la seconde cuvette, sans déjà le couple dérivé. Un marine derrière crie qu'un des blessés saigne plus vite. Elle répond qu'elle doit tenter quelque chose, sinon elle portera 2 poids. Le plateau second est plus étroit, entouré de lames verticales qui captent la turbulence. Le projecteur braqué renvoie un éclat violent sur des surfaces mouillées. Elle coupe le projecteur, travaille juste avec les éclairs et l'écran thermique instable. L'image thermique clignote, perd 2 silhouettes, les retrouve. Elle ne peut pas poser sans risquer de heurter une arête et de cisailler un patin. Elle choisit le treuil rapide, moins stable mais plus prompt. Une corde guide se lance et se plaque contre une pierre. Le vent change brutalement et l'hélico roule sur son axe comme une barque folle. Elle compense, la sueur dans les yeux, les gants glissant sur les commandes. Première silhouette harnachée monte, convulse de froid. Deuxième a un bras en écharpe de fortune et un regard translucide. L'immobile ne répond pas au tapotement du troisième qui tente de le lever. Elle voit la main tomber mollement. Angle mauvais du poignet. Le temps se dilate dans ce constat. Elle descend encore le crochet. Plus bas, presque, à la limite raisonnable de longueur. Une rafale rabat la ligne contre une lame rocheuse et l'effiloche. Si la gaine cède, la charge peut chuter et la corde fouetter le rotor arrière. Elle ordonne, par geste brusque, d'arrimer l'inconscient avec le gilet du camarade. Ils improvisent une boucle, très lente, doigt raide. Le rotor principal prend une gifle d'air verticale qui fait hurler le régime. Les Marines déjà sauvés prient ou se taisent en fixant le plancher.
Elle sent le carburant franchir la limite mentale où revenir devient équation à une seule inconnue. Elle murmure une phrase adressée à personne, mélange d'excuses et de promesses. Ils y sans fin, le corps inerte, tête ballante, lèvres grises. Reste le dernier, celui qui aidait, qui refuse de monter jusqu'à vérifier le pouls, encore une fois. Il insiste, montre sa main, lève un doigt, signifiant 1 minute. 7 minutes devient un gouffre. Le moteur secondaire perd 2 points de régime et revient. Aïssa crie maintenant, voix cassée par le micro saturé. Il attache finalement le harnais, mais un crochet mal fixé claque soudain. Elle doit choisir de couper la tension et perdre du temps, ou de lever quand même. Elle décide de lever en douceur progressive pour éviter un fouettement abrupt. Le pilote automatique de maintien stationnaire décroche sous les conditions extrêmes. Elle reprend manuellement avec une finesse qui brûle ses avant-bras. Le dernier monte en tournant, frappant son épaule contre le seuil. Un cri bref, mais il est dedans. Elle rétracte le treuil, détourne le nez, aligne une trajectoire vecteur retour. La jauge carburant affiche une valeur qui ferait annuler tout vol normal. Le coordinateur demande un état. Elle répond laconiquement extraction complète +1. La pluie devient presque horizontale, signe que le front principal arrive enfin. Les éclairs semblent plus proches, zébrant tout le cockpit, de lumière blanche. Un choc de surcharge statique efface un moment ses écrans secondaires. Elle vole alors aux instruments restants. Attitude et altimètre primaire, oreille et instinct. Un passager commence un massage cardiaque sur l'inconscient avec un rythme irrégulier. Le blessé thoracique tousse du sang mousseux sur le drap isolant. Elle bascule un interrupteur pour détourner un peu de puissance vers le chauffage médical. Cela réduit légèrement la marge de puissance rotor disponible. Elle juge que le compromis vaut la peine pour éviter un arrêt circulatoire par froid. La côte se perd dans une brume salée fluorescente par les éclairs lointains. Elle choisit une route plus directe au-dessus du Nance que les cartes marquent risquées. Le vent de travers pousse la machine vers une zone de falaise invisible. Elle anticipe et applique une correction latérale avant d'en ressentir la dérive. Un claquement sec sur la coque indique un débris porté par le courant ascendant. Elle surveille la température turbine qui continue de grimper vers la ligne orange. Elle réduit un soupçon le collectif pour calmer la montée thermique. L'altitude diminue et les vagues semblent vouloir aspirer l'hélico. Elle accepte la danse basse pour conserver la turbine vivante. Le coordinateur répète qu'un couloir radar s'ouvre 3 minutes, pas plus. Elle répond qu'elle sera dedans en 2. Son souffle se cale sur un rythme de métronome intérieur très lent. Elle a la sensation étrange que le temps extérieur s'accélère tandis que son centre ralentit. Un marine commence à chanter une phrase sans mélodie, juste maintenir un fil. Cela emplit la cabine d'une chaleur humaine primitive. L'inconscient reprend une respiration haletante, spasmodique, puis retombe dans un silence inquiet. Le jeune qui chantait se tait, regarde Aïssa comme si elle était un pont. Elle ne détourne pas les yeux, garde cette ligne invisible. La balise de la base apparaît en code morse, sur l'écran revenu. La piste est saturée d'eau, réfléchissante, transformée en miroir instable. Elle annonce finale courte, état carburant critique, demande priorité absolue. On lui répond par un clair autorisé, avec voix qui tremble un peu. Elle réduit progressivement, garde assez de vitesse pour éviter une rafale latérale surprenante. À 3 mètres du sol, une bourrasque soulève le train gauche. Elle contre, laisse l'hélico s'asseoir presque lourdement, patins éclaboussant l'eau. Le rotor tourne encore alors que l'équipe médicale se rue avec des brancards. On extrait les blessés dans une chorégraphie heurtée, mais efficace. Le corps inerte est le dernier à quitter la cabine, enveloppé.
Aïssa coupe enfin, et le silence partiel est assourdissant. Ses mains restent figées sur des commandes mortes. La pluie continue de frapper le plexiglas comme si rien n'avait été décidé. Le coordinateur la remercie, avec un timbre d'homme vieillissant brusquement. Elle répond seulement reçu. Elle descend, ses jambes fléchissent, elle s'appuie un instant sur le patin. Une infirmière au visage rond et aux cils pleins de gouttes la regarde avec une gratitude épuisée. Cette infirmière s'appelle Malu, petite, trapue, gestes précis comme des coupes de ciseaux. Ses yeux brillent d'une fatigue lumineuse qui refuse de céder au désespoir. Elle dit à Aïssa que 2 respirent mieux, un reste entre. Elle dit aussi sans détour que le 3e n'a pas repris. La phrase reste suspendue dans l'air humide entre elles. Aïssa hoche la tête, accepte à la fois la vie sauvée et la vie échappée. Elle ressent une fêlure fine, pas une cassure. Quelque chose qui oblige à continuer. La tempête n'a pas encore fini de frapper la côte. D'autres signaux pourraient surgir derrière ce rideau liquide. Elle marche vers l'abri, le casque sous le bras, le dos lourd d'eau et de décision. Elle ne se sent ni héroïne, ni coupable entièrement. Elle se sent témoin d'un équilibre instable que la nuit impose. Elle se promet de vérifier l'accord effiloché, de réécrire les marges de carburant, de parler à personne tout de suite. Dans un coin de hangar, elle s'assoit enfin sur une caisse froide. Le grondement du tonnerre devient fond, puis décor, puis presque rien. Ses mains tremblent tardivement, maintenant que tout extérieur s'apaise un peu. Elle ferme les yeux et voit encore la seconde cuvette éclairée par l'éclair. Une larme coule, pas violente, juste un débordement mécanique. Elle inspire et laisse la nuit continuer d'exister sans sa commande. La tempête finira, pense-t-elle, mais pas le besoin de choisir. Elle reste là, pleinement présente dans cette vérité imparfaite.